Jean Faniel, bonjour. Vous êtes le jeune directeur d'une vénérable institution en Belgique, le CRISP, c'est le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Vous êtes le monsieur élection en Belgique, celui que l'on voit sur tous les plateaux de télé le jour où les Belges votent. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une soupe populaire parce que vous allez nous expliquer la recette. Qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe, non pas populaire, mais dans la soupe que servent les populistes? Vous venez de publier une étude qui est intitulée « Le populisme, ce n'est pas une idéologie, mais c'est un style ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, dans le populisme, d'où l'idée de soupe, je suppose. Il y a vraiment une forme de discours populiste qu'on va retrouver, qui vient se greffer sur une série d'idéologies différentes. On peut avoir un populisme de gauche, un populisme de droite. On a vu des mouvements populistes, soit néolibéraux, soit au contraire plutôt à gauche, en Amérique latine, par exemple. Alors le discours populiste, il a différentes recettes, en quelque sorte. Il y a d'abord la glorification, la mise en avant d'un peuple, l'appel à un peuple qui est souvent qui est présenté comme uni, homogène, lisse, etc. Et un peuple qui est opposé aux élites. Et que les élites auraient tendance à trahir, à exploiter pour leur propre profit et contre les intérêts du peuple. Et quand vous dites que c'est un style, ça veut dire quoi exactement? C'est un style à la mode d'abord. C'est un style à la mode, effectivement, qu'il a été à différents moments, mais qu'il est, en tout cas pour l'instant, ça c'est assez clair. Alors c'est un style parce qu'il y a des sortes d'acteurs qui sont visés. Par exemple, on retrouve assez souvent la justice, les juges qui seraient corrompus ou les juges rouges dans les modes Silvio Berlusconi, par exemple. Il y a les médias, souvent, qui sont ciblés par les populistes, par les leaders populistes. Évidemment, on en a un exemple pour l'instant à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Il y a aussi une forme de rhétorique, d'expression qui sont employées contre les oligarques, contre les élites, etc. Alors, il y a un parti aujourd'hui qui fait peur, c'est l'AfD, Alternative pour l'Allemagne. Regardez cette photo, c'est la photo d'une militante qui exprime sa joie dimanche 24 septembre, après la victoire, on peut utiliser ce mot de l'AfD aux élections. Ce parti populiste et d'extrême droite va entrer en force au Parlement, au Bundestag. Ça n'était plus arrivé depuis 1945, un parti nationaliste en Allemagne au Bundestag. Ça, c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter? C'est clair que ça s'inscrit dans une tendance plus largement en Europe, avec des partis nationaux populistes de droite, d'extrême droite parfois, et l'extrême droite a fait une mutation vers le populisme, ou en utilisant les habits du populisme plus exactement pour se donner une couverture plus respectable en quelque sorte. Et donc en Allemagne, c'est un pays qui jusqu'à présent avait un peu échappé à cela. Et donc aujourd'hui, c'est clair que beaucoup en Allemagne et en dehors de l'Allemagne s'en inquiètent. D'autant plus que c'est un parti qui est de création assez récente et dont on ne sait pas exactement ce qu'il recouvre. Il connaît d'ailleurs un certain nombre de tensions à l'intérieur même. Mais est-ce qu'il est un parti de droite, d'extrême droite? Un parti populiste, ça paraît assez clair. Donc il y a là pas mal d'appréhension. Et dans le champ politique allemand, et on sait toute l'importance que la politique allemande peut avoir sur le reste de l'Union européenne, il y a là vraiment une inconnue, un facteur d'incertitude et même probablement d'inquiétude pour beaucoup. Mais est-ce qu'on pourrait dire que les gens qui ont voté pour l'AfD ne sont pas nécessairement des gens d'extrême droite, mais plutôt des citoyens qui se sentent oubliés par Berlin, par le pouvoir central? Je ne pense pas que subitement on ait découvert qu'il y avait 13% d'Allemands qui étaient très clairement d'extrême droite. Donc on a effectivement un électorat qui est beaucoup plus varié que cela. On a probablement un noyau dur radical, mais on a aussi des gens qui viennent de différentes couches de la société, de milieux plutôt aisés ou au contraire de milieux plutôt en difficulté sociale. Et je crois qu'il y a une espèce de cocktail ou de différentes couches de la lasagne, si on veut poursuivre dans la métaphore culinaire, parce qu'il y a à la fois les questions économiques,
on a mis beaucoup en avant le miracle économique allemand, mais aussi le revers de la médaille, avec les difficultés, la précarité, les flexi-jobs, etc. Il y a toute l'insatisfaction à l'égard du politique, d'un politique qui soit est considéré comme ne résolvant pas les problèmes, soit au contraire comme les approfondissant par la politique qu'il mène. Et enfin, il y a les questions de société, l'insécurité, le terrorisme, l'immigration aussi et la manière dont les partis populistes utilisent l'immigration pour capter la rancœur finalement de la population. Dans le cas de l'AfD, c'est assez clair, c'était un parti contre la monnaie unique en Europe, contre l'euro, qui est devenu un parti contre les migrants, contre l'islam. Oui, c'est clair qu'avec ce qu'on a appelé la crise des migrants, il y a eu là une opportunité. Et ce que les partis populistes, l'AfD notamment en Allemagne, ont fait, c'est finalement essayer d'orienter l'opinion publique par un cadrage spécifique et marteler le fait que l'immigration est massive, ce qui n'est pas vrai pour tous les pays. C'est peut-être important en Allemagne, mais ça l'est beaucoup moins dans beaucoup d'autres pays. Et en plus, taper sur l'idée que les immigrés sont un danger, soit pour la sécurité, avec les questions de terrorisme, soit simplement pour la prospérité économique de la population allemande. La crise migratoire, elle alimente le populisme un peu partout en Europe, y compris en Belgique, par exemple. Mais je ne sais pas si c'est la crise migratoire elle-même qui alimente le populisme ou si c'est l'usage que l'on en fait. C'est clair qu'il y a eu la position d'Angela Merkel qui a été très médiatisée, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres positions, soit plus frileuses, soit franchement hostiles à l'immigration. On le voit en Belgique et on ne parle évidemment même pas ici de la Hongrie, par exemple. Donc c'est plutôt la façon dont l'immigration est perçue et présentée à la population qui va jouer. Jean Faniel, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte, je n'en doute pas. C'est quoi le compromis à la belge? Ouh là là, et vous avez 45 secondes. C'est un art, en tout cas en Belgique, c'est-à-dire que c'est une manière de rechercher un accord qui puisse globalement satisfaire tout le monde, ou en tout cas qui ne mécontente pas les différentes parties en présence, pour essayer de surmonter des tensions, des lignes de fracture, et en Belgique on sait qu'on en a beaucoup. C'est un modèle à suivre ? Ah, ça l'a longtemps été, mais le problème c'est quand ce compromis s'enraye, et il faut certaines conditions, notamment économiques, pour qu'il puisse produire de bons résultats. Jean Faniel, merci d'être venu au Bar de l'Europe. Je ne sais pas si je vais vous inviter à goûter cette soupe populaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. Audace.